Aujourd'hui dans MythBusters, On teste des voitures sur l'autoroute. Adam et Jamie voient vert pour la science J'ai vraiment hâte qu'on s'y mette. et mettent à profit toutes leurs compétences d'ingénieur. Quand j'étais gamin, j'aurais adoré en avoir une. T'as été gamin, hein? Non, Pour un extraordinaire test écologique opposant moto et voiture. ce n'est que le début. C'est génial! Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant Tu viens souvent sortent ici? la grosse artillerie pour tester un mythe cinématographique explosif. Tu es John Malkovich, tu es chauve. Et pour la première fois dans l'histoire des MythBusters, ils utilisent un lance-roquette pour savoir si une balle peut déclencher une roquette. Waouh! Qui sont les MythBusters? Adam Savage Toutes ces expériences sont excellentes pour ma peau! et Jamie Heineman. Tu as fini de faire l'idiot. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, feu! Tori Bellecci T'es prêt à perdre la tête? et Grant Imahara. Sauvez votre peau! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Jamie, tu adores les motos, non? Depuis que j'ai 16 ans. C'est vrai? Il y avait déjà des motos à l'époque? C'est reparti. Il paraît que beaucoup de gens, parmi lesquels les fans de MythBusters, préfèrent remplacer leur voiture par une moto qui serait selon eux plus écologique. Pourquoi pensent-ils ça? Comme les motos sont plus économiques et consomment moins d'essence que les voitures, elles pollueraient moins. Ça semble logique. D'un autre côté, certaines personnes pensent le contraire et sont persuadées que les motos polluent beaucoup plus que les voitures. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près. T'as raison. Tout comme les voitures, les motos produisent des gaz très néfastes pour l'environnement. Mais comme elles sont plus petites et consomment moins d'essence, elles rejetteraient moins de gaz. Ce mythe est-il avéré? Les motos sont-elles plus écologiques que les voitures? De toute évidence, il nous faut plusieurs voitures et plusieurs motos pour comparer les résultats. Oui, mais lesquelles? Des dizaines de milliers de modèles existent. Comment choisir? On pourrait choisir les modèles les plus vendus au cours des 3 dernières décennies. Un échantillon représentatif, bonne idée. Il nous faut des voitures et des motos datant des années 80, 90 et 2000. Ça me semble parfait. Allez, au boulot. D'accord. Où on est? Ça sera la base de nos opérations. On va vous expliquer tout ça. Voici nos voitures de test. Une datant des années 80, une des années 90 et une des années 2000. On a aussi des motos, une datant des années 80, une des années 90 et une des années 2000. On les a choisies car elles ont toutes eu beaucoup de succès au cours de leurs décennies respectives. Bien évidemment, il va falloir conduire ces voitures et ces motos pour les tester. L'itinéraire que l'on va emprunter aujourd'hui n'a rien d'extravagant. Il n'y aura ni manœuvres compliquées, ni conditions extrêmes. C'est un circuit de 30 minutes sur 30 km. 75% du trajet se fera sur autoroute et 25% en ville. Comment mesurer les émissions de gaz? C'est là que ces hommes interviennent. Ils font partie du département R&D de Global MRV. Ils nous ont apporté un système portable de mesure des émissions, aussi appelé PEMS. Le PEMS permet de mesurer les émissions de gaz d'un véhicule plus précisément que lors d'un contrôle antipollution. On l'installe dans le véhicule, on place une sonde dans le pot d'échappement, on la relie au moteur, on conduit la voiture ou la moto sur quelques kilomètres et on obtient des données. Ces chiffres devraient être assez précis pour nous permettre de savoir si les motos sont moins polluantes que les voitures. Avec 6 véhicules à tester, ils n'ont pas de temps à perdre. Je suis prêt. Ok, moi aussi. On y va. Cependant, grâce au miracle du montage, Test moto contre voiture. les tests de 30 minutes des années 80, Test de pollution des années 80 dans 3, 90 2, et 2000 1, partez. ont lieu en même temps. Et c'est parti.
On a tourné à gauche et nous voici dans un quartier idéal pour notre conduite de ville. Jamie est juste derrière moi. On roule à peu près à la même vitesse. Le test se déroule à merveille. En effet, tout se déroule bien. Et pendant que Adam nous commente le moindre de ses gestes, Je viens de roter. Je sens encore les enchiladas que j'ai mangées ce midi. nos Mythbusters récoltent leurs données. Je n'ai jamais compris pourquoi on mettait des vêtements aux chiens. C'est très mignon, mais quand on a un chien, on veut le caresser lui, pas un vêtement. Je suis ravi d'avoir pris le temps de vous parler de ça. Après quelques minutes de conduite en ville, le test sur autoroute peut commencer. Je parcours l'autoroute en Californie du Nord pour mener un test scientifique. Jamie est derrière moi et je suis une voiture de police pour obtenir des données mathématiques. Je m'insère. Pendant que Adam passe le temps, Jamie met les motos à l'épreuve sans perdre son calme légendaire. Enfin, après 30 minutes passées dans chaque véhicule, le test se conclut et Adam le termine comme il l'a commencé. On conduit sur l'autoroute pour mesurer les émissions de gaz de ces motos et de ces voitures. Aujourd'hui, voilà. Merci. Merci beaucoup. Après une journée de conduite, on a fait 3 tours avec 6 véhicules et récolté 24 points de données différents. On est enfin arrivé. Ça y est. C'est fini. Ouais. On va rentrer à l'atelier et déchiffrer ces données. Le reste de l'équipe s'intéresse au mythe explosif du film Red. Ça va vous plaire. Pourquoi? Parce qu'après plus de 180 épisodes, j'ai enfin trouvé une excuse pour qu'on utilise un lance-roquette. Super. Qu'est-ce qu'on teste? Ce mythe provient du film Red. Il est excessivement dangereux. Il s'agit d'une scène de confrontation. Notre héros a un revolver et la méchante un lance-roquette. Ils tirent en même temps. Et la balle heurte la grenade propulsée par roquette en plein vol. La balle déclenche la grenade qui explose, la méchante se fait tuer, mais le héros n'a rien. Ils doivent donc confirmer 2 mythes concernant la grenade propulsée par roquette. La balle déclenchera-t-elle la tête explosive? Et la méchante du film qui se sert du lance-roquette sera-t-elle vraiment la seule à mourir? Par où commencer? 2 mythes en une seule scène. Premier mythe, une balle peut-elle déclencher une grenade propulsée par roquette? Il faut d'abord qu'on trouve les mêmes armes que celles du film. Ensuite, on les pointera l'une sur l'autre et on tirera. Rien de plus simple. Ça va être un cauchemar logistique. Et en plus, on n'a pas le droit d'utiliser de lance-roquettes en Californie. Rassurez-vous, je connais l'endroit rêvé. Heureusement, l'équipe connaît des endroits explosifs et se rend donc dans le quartier général pour lance-roquettes des Mythbusters. Pour confirmer le mythe lance-roquette contre revolver, nous voici dans un de nos endroits préférés, l'Institut technologique du Nouveau-Mexique. Pourquoi est-ce qu'on aime tant cet endroit? Cet endroit s'étend sur 100 km² et dispose de zones de tir et de sites d'essai. Que demander de plus? D'avoir le droit de tirer avec l'un de ces engins? On a 3 questions à se poser pour étudier ce mythe. Premièrement, comment fonctionne un lance-roquette? De quel côté on met la roquette? Deuxièmement, que se passe-t-il quand une grenade propulsée par roquette et une balle se rencontrent en plein vol? Et troisièmement, qui peut survivre à l'explosion qu'elle provoque? John Merkel va nous expliquer en détail comment fonctionne un lance-roquette. On a utilisé beaucoup d'armes dans cette émission, mais jamais de lance-roquettes. De quoi est-il constitué? Voilà le lance-roquette. C'est simplement plusieurs tubes en métal soudés les uns aux autres. Ça, c'est la roquette. Quand on tire, la roquette est expulsée hors du tube et à mi-chemin, elle s'allume et accélère.
Qu'est-ce qui amorce la roquette? La poussée, l'accélération. Une fois propulsée, elle atteint une vitesse de 140 mètres par seconde en 6 millisecondes. Elle subit une énorme accélération. C'est aussi dangereux que ça en a l'air? Pour l'instant, non. Il n'est pas armé. C'est quand on le charge que ça devient dangereux. Et comme avec tous les explosifs, si on n'est pas prudent, ça peut être fatal. On peut essayer? Malheureusement, non. C'est moi qui tirerai. Mais vous pouvez choisir la cible. Ouais, on a la cible idéale. C'est nul. Si vous voulez me parler, je suis dans ma caravane. Après avoir réussi à faire sortir Tori de sa caravane, la démonstration du lance-roquette peut commencer. Ok, lance-roquette contre caravane, juste pour voir. 5, 4, 3, 2, 1... Je rêve. Il n'y a plus rien. La caravane a disparu. C'était super rapide! Je m'attendais pas à une telle puissance. Rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Ça a duré 2 secondes! Allons voir les dégâts. Ok. À l'extérieur, le lance-roquette a tout dévasté sur son passage. Et la caravane a explosé en 1000 morceaux. Quelle force de destruction. C'est impressionnant. Maintenant, on sait comment fonctionne ce lance-roquette. En effet, il n'aurait pas pu espérer meilleure démonstration. Le lance-roquette a tout ravagé, la caravane n'avait aucune chance. En regardant les images au ralenti, on a remarqué quelque chose après l'explosion. Du cuivre fondu a été projeté et a perforé la plaque blindée en acier située derrière la caravane. Normalement, quand une grenade standard explose, il y a des éclats. Mais une grenade propulsée par roquette est équipée d'un cône inversé en cuivre entouré d'une charge creuse. Quand la roquette touche la cible, la charge se déclenche et propulse le cône qui se transforme alors en une masse de cuivre fondu pouvant transpercer l'acier. En plus de provoquer une explosion très différente de celle du film, le lance-roquette propulse une pluie de cuivre fondu qui risque d'être très dangereuse pour notre héros. Passons au test suivant. Balle contre roquette. L'impact va être difficile à réaliser. Au travail. C'était incroyable. Après avoir conduit des voitures et des motos afin de découvrir lesquelles sont les plus écologiques, les Mythbusters vont enfin pouvoir étudier leurs données. Pour en apprendre plus sur nos motos et nos voitures, on va observer la consommation d'essence. Tous les résultats sont cohérents. Les motos consomment moins d'essence que les voitures. Ça paraît logique. Les motos sont plus légères et ont donc besoin de moins d'énergie pour avancer. Logiquement, puisqu'elles consomment moins d'essence, elles devraient moins polluer. Eh bien non. Observons les émissions de gaz et tout d'abord le dioxyde de carbone, le gaz le plus polluant rejeté par ces véhicules. Il est très nocif. Ce gaz à effet de serre contribue au réchauffement climatique et il représente 90% des émissions de gaz d'un moteur à combustion interne. Plus un véhicule consomme d'essence, moins il rejette de dioxyde de carbone. De ce fait, puisque les motos consomment moins d'essence, elles produisent moins de dioxyde que les voitures. Cependant, le résultat est très différent avec les autres gaz polluants. Prenons les hydrocarbures. Ils sont responsables des nuages de pollution, de cancer, de l'asthme et de l'emphysème et d'autres maladies, et les motos en produisent bien plus que les voitures. Passons aux oxydes d'azote. Ces gaz entraînant des nuages de pollution, des troubles pulmonaires et des pluies acides. Les motos en produisent jusqu'à 3200% de plus que les voitures. Quant au monoxyde de carbone, un gaz polluant et toxique pour les animaux, les motos en produisent jusqu'à 8000% de plus que les voitures. En résumé, même si les motos consomment moins d'essence que les voitures et rejettent moins de dioxyde de carbone, elles rejettent beaucoup plus de gaz polluants. Si l'on en croit notre mythe, les gens préfèrent les motos aux voitures car elles seraient plus écologiques. Mais ils se trompent, les motos sont aussi dangereuses pour l'environnement que les voitures, voire plus. Comme le prouvent ces données, les voitures polluent moins. Mais nos Mythbusters sont fous de moto et veulent encore y croire. Grâce à l'ingéniosité de Jamie et à l'habileté de Adam,
On va étudier ce mythe jusqu'au bout. C'est une super idée. Peut-on réhabiliter les motos en créant le véhicule écologique par excellence? Ça commence à prendre forme. Carrie, Tori et Grant s'attaquent aux lance-roquettes et ça n'a rien d'un jeu. Dans ce mythe cinématographique, la méchante se fait tuer par sa propre roquette à cause d'une balle ultra précise. Maintenant qu'on sait ce que notre lance-roquette peut faire à une caravane, notre mythe ne semble pas très plausible. En effet, quand la grenade explose, du cuivre fondu transperce la cible. Mais on ne compte pas abandonner pour autant. On va tenter de savoir ce qui se passe quand une balle touche une roquette. Peut-elle vraiment se déclencher? Bonne question. Ça risque d'être difficile d'atteindre la tête explosive avec une toute petite balle. Heureusement, grâce à l'équipe de l'Institut technologique, notre équipe a trouvé une solution. Léonard, vous avez construit ce système. C'est quoi au juste? Ça a été développé au Centre d'ingénierie et de développement militaire de l'Alabama. Ils appellent ça une roquette sur corde. C'est un peu comme du savon avec une ficelle, en plus dangereux. Et bien plus puissant. Et voici pourquoi ce système est très dangereux et puissant. Évidemment, ce n'est pas une vraie roquette. On n'est pas fou. Voilà la rampe de lancement. C'est un tube en acier dans lequel on mettra la roquette. Ici, il y aura le percuteur. En appuyant dessus, on augmentera la pression et la roquette avancera le long de ces lignes vers le revolver. Cette accélération soudaine armera la tête explosive. La roquette avancera bien droit le long de cette ligne qui a une tension de 13 000 newtons. Quand le moteur fusée démarrera, là, ça sera du sérieux. Plus loin sur cette ligne, la roquette touchera un détecteur qui activera le pistolet. Je sais qu'il ne ressemble pas à celui du film, mais il fait la même chose. La balle est du même calibre que celle du film et une fois tirée, elle devrait toucher le bout de la roquette. On saura alors ce qui arrive vraiment quand une balle et une roquette se rencontrent. Une fois leur ingénieux système de roquettes sur corde installé et le pistolet chargé, nos 3 acolytes vont se réfugier dans le bunker. Ok, balle contre roquette. Prêt pour le test? C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Tu crois que la balle l'a désactivé? J'en sais rien. Regardons le ralenti. Ok, on y va. Tout s'est passé très rapidement. Mais apparemment, le détecteur n'a pas fonctionné. La balle n'est pas partie? Pas de tir. C'est un des mythes les plus complexes qu'on ait dû reproduire. On savait que ce serait difficile. Ouais. Et ce raté n'est pas le seul problème de notre roquette sur corde. La balle n'a pas réussi à toucher la roquette. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les lignes n'étaient pas assez tendues. La roquette n'était pas stable et au moment où elle aurait dû toucher la balle, elle n'était plus alignée au canon du pistolet. Deuxièmement, le détecteur n'était pas assez sensible. C'est pour ça que la balle n'est pas partie. On a fait quelques modifications. On a retendu la ligne pour que la roquette reste stable et on a installé un détecteur plus sensible. Normalement, lorsque la roquette atteindra le canon du pistolet, celui-ci tirera et on saura enfin si une balle peut déclencher une roquette. Une fois leur système modifié et une nouvelle tête explosive installée, l'équipe retourne dans le bunker. On peut recommencer. Ok, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... Elle a explosé, mais je ne sais pas si c'est à cause de la balle. Difficile à dire. Regardons le ralenti. C'est complètement dingue. C'est le mot, en effet. Le test balle contre roquette semble avoir fonctionné. Voilà le détecteur. Et la balle. Ça a marché! Une balle peut déclencher une roquette. C'est incroyable! Cette partie du mythe est confirmée. Ce mythe incroyable est confirmé grâce à une impressionnante installation.
On doit effectuer d'autres tests pour savoir qui survit à ce mythe. On doit mesurer à quelle vitesse va la balle et à quelle vitesse va la roquette, puis calculer où elle se rencontre dans les 25 mètres qui séparent notre héros de la méchante. Il nous suffit de trouver des balles, des roquettes et de tirer. On a vu que les motos rejetaient plus d'oxyde d'azote, d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone que les voitures. Pourtant, on n'en a pas fini avec ce mythe. Non, pour la simple raison que c'est la consommation d'essence d'une moto qui détermine à quel point elle pollue. Puisque les motos sont plus légères et plus petites que les voitures, elles utilisent moins d'essence. Et elles en utiliseraient encore moins si elles étaient plus aérodynamiques. C'est vrai. Malheureusement, les motos ne sont absolument pas aérodynamiques. Le conducteur en position verticale représente un obstacle. Contrairement aux voitures, les motos n'ont pas été conçues pour fendre l'air. Exactement, d'où mon raisonnement. Si l'on construit une moto plus fuselée, peut-on réduire sa consommation d'essence et ainsi la rendre plus écologique qu'une voiture? Tu voudrais construire une moto très fuselée et la mettre à l'épreuve? Oui. Super, je suis partant. Afin de créer une moto aérodynamique, les Mythbusters organisent un brainstorming et font chauffer leur ménage. Comment faire pour construire une moto vraiment aérodynamique? Il faut qu'on fabrique un genre de carcasse. Elle doit être légère et recouvrir toute la moto. Lors de ce tourbillon créateur, Une sorte de larme dans laquelle se trouve la moto. les idées fusent dans toutes les directions. Je pensais plutôt à un thon pour avoir le bout plus pointu. Ou un igloo peut-être. Et si on construisait une grosse sphère? Tout à coup, ils trouvent ce qui leur semble être la meilleure solution. J'ai vraiment hâte qu'on s'y mette. Les motos sont des véhicules très masculins, très virils. Et cette structure en forme de comète ou de boule de feu ira parfaitement avec. Au travail. Ouais. Jamie et Adam vont fabriquer une moto très fuselée pour réduire sa consommation d'essence ainsi que ses émissions de gaz. En général, la plupart des motos ont un carénage. C'est un capot en plastique qui recouvre l'avant de la moto et réduit la résistance à l'air. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va construire un carénage qui recouvre toute la moto, y compris le conducteur. Baisse-toi un peu plus. Ce dispositif enveloppera le conducteur et fera de cette moto une concurrente plus aérodynamique et écologique face aux voitures. Voilà notre moto à l'état brut. On va se servir d'acier comme celui-ci pour fabriquer la structure de notre carénage. Elle sera divisée en deux parties. Ce grand cercle que Jamie va faire rouler et plusieurs barres horizontales que je vais tordre à l'aide d'une cintreuse de tuyaux. Le cercle en acier doit absolument être parfait. Toute la structure en dépend. J'adore tordre du métal. Très vite, ils soudent ces tiges en acier tordues les unes aux autres pour former la moitié du carénage. C'est magnifique. N'est-ce pas? C'est tout simplement beau. Ouais, allez, on recommence. Après avoir de nouveau mesuré, soudé et tordu, ils obtiennent ce qui ressemble à une boule pour hamster géante. C'est sublime. La surface est plus importante, mais plus régulière. Ouais, complètement. Une fois la sphère terminée, ils forment une ouverture pour faire passer la moto. C'est parfait. Quand j'étais gamin, j'aurais adoré en avoir une. T'as été gamin, hein? Non. Puisque la moto rentre à merveille, il est temps d'ajouter la queue de la comète. Magnifique, hein? Ça commence à prendre forme. J'ai jamais rien vu de pareil. Ça me fait penser à une des navettes spatiales de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je savais bien que ça me rappelait quelque chose. C'est incroyable, on a réussi. C'est magnifique. Ça ne pourrait pas être plus étroit. Il n'y a rien de superflu. C'est une larme parfaite. Parfaite, peut-être. Mais il manque un élément à cette structure aérodynamique.
Ce n'est pas ce carénage qui va rendre la moto plus aérodynamique, mais le revêtement que l'on va poser dessus. Justement, le voilà. C'est un plastique presque transparent qui rétrécit quand on le chauffe. Je vais le poser par-dessus toute la structure. Ensuite, je vais le chauffer avec une lampe à souder jusqu'à ce qu'il se resserre. Ça devrait nous permettre d'obtenir la moto aérodynamique dont on rêve. Pour cela, ils doivent réduire la résistance aérodynamique. Vous voyez l'encre flotter derrière le véhicule. C'est une bulle d'air à basse pression que le véhicule doit traîner derrière lui parce qu'il n'est pas assez aérodynamique. Selon nous, l'avant lisse et la queue pointue de notre carénage permettront à notre moto de fendre l'air et ainsi de consommer moins d'énergie et d'économiser de l'essence. Si elle peut économiser assez d'essence, notre moto pourrait rejeter moins de gaz qu'une voiture. Ça a l'air parfait. Ouais, c'est en train de refroidir. Ça rétrécit en même temps. Ouais. Le revêtement du carénage est déjà prêt. C'est vraiment magnifique. Ça valait le coup d'attendre. Le carénage est enfin terminé. Et comme prévu, la moto est un croisement entre une larme et une comète. C'est un accouchement à l'envers. Je baisse la trappe arrière. D'accord. Alors? C'est plutôt confortable. Tant mieux. Plutôt confortable, mais la moto devra faire ses preuves sur la route. Cela semblait peu probable. Et pourtant, l'équipe a prouvé qu'une balle peut déclencher une roquette. Elle doit maintenant trouver à quel endroit la balle et la roquette se rencontrent. Prêt pour un cours de science? Tu le sais bien. Une fois au stand de tir, ils doivent d'abord trouver à quelle vitesse va la balle. On aimerait savoir à quel endroit la balle touche la roquette. On a installé 25 mètres de panneaux pour reproduire les deux conteneurs que l'on voit dans le film. On va tirer pour mesurer la vitesse de la balle et celle de la roquette. Ensuite, on pourra calculer le point exact de l'impact et de l'explosion. Et savoir à quelle distance de nos deux tireurs a lieu l'explosion. Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser le même revolver que celui du film, un Smith & Wesson 460. Sa vitesse initiale est de 700 mètres par seconde. En tirant à travers ce morceau d'aluminium, on déclenchera le chronomètre. Quand la balle touchera cette plaque, elle déclenchera cet interrupteur qui arrêtera le chronomètre. On va tirer à 12,50 m et à 25 mètres pour savoir à quel endroit la balle et la roquette se rencontrent. Continue, stop. Tori est le premier à tirer. Ce revolver est énorme. On dirait ceux qu'on voit dans les dessins animés. Pour savoir en combien de temps la balle parcourt 12,50 m. Test de vitesse de la balle à 12,50 m. Joli tir. Voyons le résultat. Elle a été rapide? La balle a mis précisément 22 millisecondes. À 12,50 m, la balle a mis 22 millisecondes pour toucher la cible. On va se reculer à 25 mètres et voir en combien de temps elle atteint la cible. C'est au tour de Grant de montrer sa puissance de tir. Je ne vais pas tirer debout et je vais reposer mon bras sur des coussins. Après tout, je ne suis pas John Malkovich et je ne suis que modérément dangereux. Test de vitesse de la balle à 25 mètres. Prêt? Oui. J'ai réussi! Tu n'es pas modérément dangereux. T'es une terreur. Allons voir le résultat. Alors? 42 millisecondes. Parfait! Ça concorde? Super! Après une journée de tir, les garçons connaissent la vitesse de la balle. Il est temps de passer à la seconde partie du problème, la roquette. C'est une belle journée pour faire des expériences. Ça, c'est sûr. On sait à quelle vitesse va la balle. Passons maintenant à la roquette. On va utiliser notre lance-roquette RPG-7, l'installer sur le stand de tir, placer nos panneaux derrière et relever les points de données. Ensuite, on saura où la balle et la roquette risquent de se toucher. Pour cela, il suffit de remettre les panneaux en place, mais le vent n'en fait qu'à sa tête.
Face à un vent de 95 km/h, j'aime sortir la grand voile. Le vent se calme enfin. La roquette est en place et le test va commencer. Tout est en place. On va enfin savoir où se rencontrent la balle et la roquette. Test de vitesse de la roquette. 5, 4, 3, 2, 1... Ça a été rapide. On n'a rien vu. Il nous faut les images au ralenti. Allons calculer tout ça. Cool. Allons faire des maths. Avant de se lancer dans ses calculs, l'équipe va constater les dégâts qu'a fait la roquette. Elle a complètement traversé la plaque. C'est dingue. Cette plaque fait pourtant 8 cm d'épaisseur. Allons voir les résultats. Ouais. Bon, comme il y a deux phases, on va se servir de plusieurs points de données. Elle a atteint 6 mètres en 40 millisecondes, 12 mètres 50 en 83 millisecondes, 18 mètres en 125 millisecondes et 25 mètres en 161 millisecondes. Si on superpose les autres données, on voit que la balle et la roquette se touchent à 19 mètres 50 du point de départ de la balle et à 5 mètres de celui de la roquette. Et si on pointait le lance-roquette vers ce point situé entre les deux tireurs pour voir lequel survit? S'il y a un survivant. Tout le monde sait que plus un objet est aérodynamique, mieux il fendra l'air. Cependant, une moto plus fuselée sera-t-elle également plus écologique qu'une voiture? On a posé des cônes sur la piste de la base d'Alameda. Elle va nous servir de circuit fermé pour tester notre moto. Et 40. Lors de cette première phase de test, on va reproduire les conditions de conduite sur autoroute et en ville. Jamie va commencer par faire 7 tours de moto, ce qui représentera les 25 km de conduite sur autoroute dont on a besoin. Cette ligne est la ligne de départ. Mais ce sera aussi la ligne d'arrivée au bout de quelques tours. J'ai délimité un petit circuit en ville avec quelques panneaux. Jamie devra faire 25 tours pour parcourir les 12 km de conduite en ville dont on a besoin. Ça devrait nous permettre d'obtenir des chiffres comparatifs. Que serait un circuit en ville sans panneau de signalisation? Et justement, en voilà un! Attention, passage de Jamie! Le circuit est terminé. On est prêt pour le test. Il ne manque plus que Jamie sur sa moto flambant neuve. Et le voilà. Il arrive sur son cheval d'acier. Il est recherché, mort ou vif. On va d'abord tester la moto sans son carénage. Mais avant, Jamie doit nous expliquer pourquoi il a pensé que cette moto fera mieux qu'une voiture. Je devais choisir la moto la plus écologique qu'on puisse trouver actuellement sur le marché. Ça devait être une petite cylindrée avec un moteur à injection, un convertisseur catalytique et tous les dispositifs anti-pollution actuellement disponibles sur une moto. C'est pour cela que j'ai choisi la toute dernière moto monocylindre 250 cm3 qui répond à tous ces critères. Et une fois encore, le PEMS va nous permettre de relever les émissions de gaz lors de ce test comparatif. T'es prêt? Ouais. N'oublie pas, 7 grands tours et 25 petits tours. Je vais les compter. C'est parti pour le test moto petite cylindrée, dernier cri. 3, 2, 1, partez! Je recommence. 3, 2, 1, partez! Et maintenant, on attend. Jamie commence par tourner en rond sur l'équivalent de 25 km d'autoroute à 80 km/h. Passons à la conduite en ville. Il entame ensuite le circuit en ville, limité à 40 km/h et comprenant un stop. Enfin, après avoir terminé ces deux circuits en 30 minutes, Maintenant, c'est la ligne d'arrivée. il est temps d'étudier les données.
Ça y est, on a les chiffres pour notre moto moderne. Bonne nouvelle, de toutes les motos qu'on a testées, c'est celle qui consomme le moins d'essence et qui peut concurrencer les voitures. Par contre, elle rejette toujours énormément de gaz nocifs. Notre carénage aérodynamique va-t-il réduire la consommation d'essence et par conséquent les émissions de gaz dangereux? Je l'ignore, mais il est temps de sortir notre bulle. La moto à bulle est prête à parcourir le même circuit à la même vitesse. Voyons comment elle va s'en sortir. Leur moto améliorée devrait réduire la résistance à l'air, consommer beaucoup moins d'essence et par conséquent réduire les émissions de gaz nocifs. Ça y est, on va enfin savoir si on avait raison au sujet de cette bulle. Va-t-elle vraiment augmenter l'aérodynamisme de la moto et en faire un véhicule moins polluant? J'espère que ça va fonctionner et que je ne vais pas avoir d'accident. Le prototype approche. T'es prêt? Ouais, paré! Ok, à mon signal. Test de la moto bulle. 3, 2, 1, partez! On recommence. Test de la moto bulle. 3, 2, 1, partez! C'est la deuxième fois qu'il cale sur la ligne de départ. À départ similaire, course similaire. Jamie commence par un circuit rapide sur autoroute. Fin du premier tour. Cette moto ressemble aux machines volantes qu'on voit dans les vieux films. Vous savez, celles qu'on essaie de faire décoller d'une falaise et qui s'écrasent à l'atterrissage. Ça me plaît de plus en plus. Puis notre bulle futuriste ralentit lorsque Jamie entame le circuit en ville. Je commence à avoir chaud. Jamie, c'est ton dernier tour. Dernier tour. La balade en bulle de Jamie touche à sa fin. On va enfin connaître les taux d'émission de gaz et confirmer ou non l'efficacité de cette bulle écologique. C'est dommage qu'on n'en ait pas une deuxième. On aurait pu rouler tous les deux dans le soleil couchant. Ouais, pourquoi pas. Comme le panneau l'indique, c'est l'heure des résultats. On va observer tous ces chiffres. Voyons comment on s'en sort en matière de consommation d'essence. La moto avec carénage s'en est bien sortie. Elle consomme 3,3 litres au 100. C'est le meilleur résultat du tableau. Puisque la moto consomme moins d'essence, elle doit rejeter moins de dioxyde de carbone. Regardons le tableau du dioxyde de carbone pour voir ce qu'il en est. Et voilà, 65 grammes. C'est peu par rapport aux autres chiffres. C'est fantastique. Voyons quel résultat on obtient avec les autres gaz. Regardons le dernier tableau. Pas terrible. Nos chiffres sont moyens. Les voitures l'emportent largement. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie? Je suis partagé. Si on ne regarde que le dioxyde de carbone, les motos l'emportent largement. Mais si on se concentre sur les autres gaz, les voitures polluent beaucoup moins. D'après moi, ce mythe est bidon. Ces dernières années, les voitures ont fait d'énormes progrès en matière d'écologie. Et même si les motos en ont fait également, elles sont toujours loin derrière. Tu as raison. Pour l'instant, la voiture reste un véhicule plus écologique que la moto. Dans le désert du Nouveau-Mexique, il est temps de voir qui peut survivre à ça. Mais avant d'installer les mannequins, il reste un problème à résoudre. Oups, j'ai perdu sa tête. John, d'après nos données, si un tireur de lance-roquette et un tireur de pistolet sont à 25 mètres l'un de l'autre, la roquette et la balle se rencontrent à 5 mètres du tireur de lance-roquette. Ça vous paraît plausible? Il va y avoir un problème, vu que la roquette a besoin de plus de 5 mètres pour s'armer, et il lui faut une plus grande distance, sinon elle continuera sur sa lancée comme une énorme balle. Tout dépend des deux phases du système de mise à feu du lance-roquette. Lors de la première phase de mise à feu, la grenade est éjectée de la rampe de lancement à environ 117 mètres par seconde. Cette accélération soudaine déclenche la seconde phase. La roquette est alors propulsée et la tête explosive armée.
Contrairement au film, la roquette doit être à au moins 18 mètres de sa cible pour s'armer. A priori, ce mythe est bidon, mais si jamais c'était un coup de chance, comment pourrait-on réaliser cette explosion? On peut éloigner la cible de la roquette pour que celle-ci ait assez de temps pour s'armer. On peut aussi placer nos mannequins dans la même position que les personnages du film. D'accord. Je peux tirer? On verra. Ouais. Tout n'est pas perdu. Pour ce dernier test de survie, l'équipe va modifier l'installation afin de reproduire un lance-roquette défectueux. Cette fois-ci, on va tirer à 18 mètres derrière le tireur. On devrait peut-être acheter de nouveaux mannequins. Celui-ci ne ressemble pas vraiment à une femme. Tu viens souvent ici? La tête explosive, désormais armée, se déclenchera à 5 mètres devant la méchante, comme dans le film. Mais au lieu d'une balle, Cette plaque d'acrylique représente notre balle. On sait qu'une fois que la roquette est armée, elle explose très facilement. enfin, notre mannequin tireur de pistolet sera placé à 20 mètres de là. J'oubliais, tu es John Malkovich, tu es chauve. Chaque mannequin va être équipé de 2 dispositifs permettant de savoir si l'explosion sera fatale. Voilà un gros morceau de poitrine de porc. Ça fera office de corps pour nos mannequins. C'est pas mal, cool ce chapeau. On commence par un dispositif sanglant et artisanal. Ça sent vraiment mauvais. Il y a des muscles, de la chair, de la graisse. Si des débris traversent la viande et le mannequin, alors l'explosion sera fatale. Puis on passe à un appareil moderne au nom étonnant. Pour mesurer l'onde de choc de l'explosion, on va utiliser des capteurs de pression de bikini. Quand t'as parlé de bikini, je m'attendais à autre chose. Voilà comment ça marche. Ces trous sont recouverts d'aluminium et représentent différents seuils de tolérance face à une surpression. Lorsque l'aluminium éclatera, on aura notre chiffre. S'il éclate ici, on sera entre 140 et 170 kPa et notre tireur aura été tué par l'onde de choc. Il n'y a qu'un moyen d'en avoir le cœur net. L'équipe retourne dans le bunker pour le test de survie. Test de survie, tireur de lance-roquette contre tireur de revolver. 5, 4, 3, 2, 1... C'est dingue. C'était violent. Violent est le mot juste. La roquette explose comme prévu et propulse une pluie de débris et de cuivre fondu vers l'avant. Les mannequins ont-ils survécu? Je reviens pas. Elle est toujours en vie? Dans le film, elle était complètement anéantie. C'est pas étonnant vu ce qu'on a appris sur les roquettes. Contrairement aux grenades classiques, l'énergie est concentrée vers l'avant. Regardez, nos capteurs de pression sont encore intacts. L'onde de choc ne l'aurait pas tué. Contrairement au film, la méchante survit. Et par miracle, le héros également. C'est pas croyable. Il n'a pas été touché. Il n'a pas la moindre égratignure. Et notre capteur est en parfait état. Vu la pluie de cuivre fondu qui lui arrivait dessus, il n'a survécu que par chance. À 30 cm près, il aurait été transpercé de toutes parts. Surtout quand on sait que dans le film, la tête explosive ne se serait pas armée au contact de la balle, mais au contact de notre héros. C'est exactement l'inverse de ce que l'on voit dans le film. Il aurait sûrement été tué et elle aurait sûrement survécu. C'est bidon. Complètement bidon. Une fois encore, Hollywood et la science ne font pas bon ménage. Je dois l'admettre, Hollywood m'a bien eu. Normalement, quand une roquette frappe quelque chose, on voit un grand flash de lumière suivi d'une explosion. Pendant ce test, la grenade a explosé en plein vol. Il n'y avait pas d'obstacle pour créer des débris et la balle n'était pas assez grosse pour arrêter cette énergie dans sa course. Toute l'énergie est allée vers l'avant, comme elle est censée le faire. C'était pas mal. C'est clair. Une journée comme les autres pour les Mythbusters.